Salut tout le monde et bienvenue à une édition spéciale du Rendez-nous cette semaine. Édition spéciale Halloween. Salut à Si, tous. si vous regardez sur la vidéo, vous avez vu les petits overlays, tout ça. Sur les sujets, je ne sais pas si les sujets sont spéciaux Halloween, ça par contre. Non. Mais c'est Halloween, au cas où vous n'étiez pas au courant. On a des sujets très intéressants pour vous cette semaine. Tout d'abord, une IA qui a tué des organismes vivants. Qui a permis de tuer. Attention. Oui. Nous avons utilisé cette IA pour tuer les organismes vivants. Est-ce que c'est une bonne chose? On verra. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose, apparemment. La distance de tir des LBD, la distance réglementaire, a été abaissée cette semaine par le gouvernement. Une révélation de Mediapart. Inquiétant. Un Gundam, un nouveau Gundam est confirmé. Apparemment, maintenant, on a des Gundam. Voilà, c'est une start-up intéressante. Sinon, il y a aussi une expérimentation sur une hydrolienne qui a été beaucoup plus efficace que prévu. Et de nouveaux cybercafés apparaissent, mais pas pour jouer aux jeux vidéo. Tiens. Avant tout, jingle. Alors. Épisode spécial Halloween. Moi, j'aimerais parler du concept d'Halloween. Parce que Let's je go. trouve que c'est une fête qui est vraiment présente, j'ai l'impression, aux États-Unis. Oui, Et, tout à fait. et je pense que tout le monde a envie un peu de fêter cette fête. Et tout le monde se dit, ouais, mais bon, on fête pas vraiment Halloween. Et au fur et à mesure, tout le monde dit, oui, mais il y a vraiment pas grand-chose fait pour Halloween. Mais je vois quand même, tout le monde met des petites décorations par-ci, par-là. Les gens achètent quand même des bonbons si des enfants viennent taper à la porte. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment la fête où tout le monde voudrait la faire et on a l'impression que c'est pas vraiment, qu'on n'est pas vraiment censé la faire, donc Mais oui, on c'est n'y ça. va pas. En fait, il y a un sorte d'entre-deux en France où c'est genre, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Tout le monde se plaint que ça n'existe pas. Moi, je sais que dans mon quartier, toi, tu dis, t'as vu des décorations et tout. Moi, franchement, dans mon quartier, j'ai pas vu grand-chose. Hein. Peut-être un peu dans les magasins. Est-ce que c'est pas les magasins, en fait, qui le font le plus en France? Je Oui, sais oui, pas. oui. Mais en tout cas, moi, j'ai habité un petit peu aux États-Unis et là-bas, c'était immense. Hein, vraiment, les décorations, les gens achetaient. Enfin, ils allaient tellement loin pour décorer leur jardin, pour décorer le devant des maisons. Là-bas, c'est un truc, c'est de la folie, quoi. C'est absolument tout le monde, petit et grand, participe. Moi, Mais ouais. je voulais vraiment faire quelque chose spécial Halloween cette année. Donc moi, d'habitude, je fais des jeux vidéo, je programme des jeux vidéo. Et je me suis dit, cette année, ça pourrait être intéressant de faire un énorme événement. Et en fait, tout demain, je vais faire un marathon de 24 heures de développement où je vais adapter un des jeux que j'ai déjà fait au thème d'Halloween. Et pour vraiment se mettre dans l'ambiance, quoi. Je vais essayer de faire cet événement-là. Ça m'est C'est passé fou, par la ça. tête, cette idée. Ça, c'est Et je fou. pense que ça Un peut être stream de intéressant. 24 heures, c'est un challenge. Hein. Franchement, c'est un challenge. Je sais pas comment tu vas te débrouiller. Bonne chance, en tout cas. Bon courage. Hein. Mais Bah, je ouais, vous allez dirai la voir son semaine stream, les prochaine, c'est gens. Ouais, comment ça va fonctionner, hein. tu nous donneras les infos. Mais ouais, du Alors, coup, ce stream, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est le stream spécial Halloween, mais à la dernière minute, parce qu'on savait pas vraiment si franchement, on a géré. on est Regardez, victime. regardez. Voilà. On est victime. Du coup, commençons avec la news qui fait très Halloween. Une IA qui nous a commencé à permettre de tuer des organismes. Franchement, bon, news Halloween, là, Qu'est-ce on que est en t'en plein penses dedans. de Hein. cette news? Bon, c'est C'est moins des IA catastrophique tueuses. c'est moins catastrophique que ce que ça peut paraître. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé des intelligences artificielles, certes, mais pour découvrir un nouvel antibiotique Ah, qui ok. peut tuer une espèce très dangereuse. C'est en fait l'espèce qui a été, ça s'appelle des superbugs. L'espèce qui a été ciblée, c'est une des espèces identifiées parmi l'Organisation mondiale de la santé comme une menace critique. Wow. Donc c'est quand même une super nouvelle. Halloween, du coup. Comment est-ce qu'on a fait pour utiliser les intelligences artificielles dans ce cadre-là? En fait, normalement, il faut tester des milliers et des milliers de composants pour savoir lequel va fonctionner contre les bactéries, quoi.
D'accord. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont testé quelque chose comme 200, je crois que c'est 200 composants. Attends. 240, ouais. Non, ça c'est après ça. Mais d'abord, dans un premier temps, ils ont Ah oui, testé. oui. Ils ont testé avec tout plein de composants. Ils ont regardé tous les résultats que ça a donné. Et ils se sont servis de ces données-là pour entraîner le modèle d'une intelligence artificielle Hmm. à repérer quel composant pourrait être efficace, sans même faire le test. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ils s'en ont pas servi pour avoir la réponse. Ils s'en ont pas servi pour dire l'intelligence artificielle derrière ça, elle a pas dit ah bah c'est ça que vous devez utiliser. L'intelligence artificielle a classifié et a donné ce qui, selon elle, selon le modèle, donc selon des trucs qu'ils avaient déjà fait, quels seraient les autres composants qui auraient beaucoup de chances d'être efficaces encore plus. Et donc, au lieu d'avoir à tester 6680 composants, ils ont testé les 240 les plus, les plus Probable. notables Ouais, selon ouais. les plus probables selon l'intelligence artificielle. Et ils en ont trouvé un, en effet, qui pouvait être utilisé et qui avait l'air de fonctionner. D'accord. Et ensuite, du coup, ils prennent des souris infectées par cette bactérie ultra dangereuse et du coup, ils peuvent tester pour voir est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est assez stylé. Donc, ça veut dire, oui, là, on a l'usage d'une intelligence artificielle vraiment en tant qu'outil dans un processus déjà établi où d'habitude, c'est des humains qui le font, etc. Donc, ça permet d'automatiser juste une étape dans le process, quoi, et de gagner du temps quand on parle Moi, de ce que recherche j'aime. scientifique, médicale. Ouais, oui, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que moi, pour moi, c'est un procédé qui est assez safe au niveau de la méthodologie. L'intelligence artificielle n'a jamais le dernier mot dans le processus, puisque Oui. c'est quand même un test qui est réalisé sur des trucs. L'intelligence artificielle, elle vient juste dire, bon ok, sur ces 6000 que vous avez là, il y a de fortes chances que les 5800 qui sont ici, là, ils nous donnent pas de réponse. Donc on va pas utiliser de la main-d'œuvre humaine, on va pas la Ouais, perdre à tester exactement. 5800 composants, quoi. En fait, c'est ça le truc. Souvent, quand les gens ils sont inquiets de l'usage de l'IA, ils vont dire ah mais si on laisse les IA décider, etc. Ça va être des cas comme par exemple pour les usages militaires. Je me souviens il y a quelques années, il y avait ces news là où on entendait parler de systèmes automatisés qui allaient analyser les Ah visages des oui, gens. Et si les gens étaient sur une certaine liste de cibles à abattre, tu allais avoir littéralement une balle tirée sur la personne et ce genre d'arme complètement automatique par IA. Là, je pense que c'est totalement légitime de se poser des immenses questions et de flipper sur ce genre d'outils parce que du coup, les IA prendraient des décisions au final. Et il y a même eu, je me souviens de ce cas, tu te souviens le drone qui avait pris une décision autonome d'abattre une cible, ouais. un drone militaire, je sais plus, je crois que c'était utilisé par la Turquie ou un truc comme ça, on en avait parlé. C'était il y a peut-être un Le an, 2 ans. Moyen-Orient, ouais, je sais plus lequel, ouais. Et c'est des trucs comme ça qui sont méga inquiétants. Mais là, en fait, oui, là, c'est un des cas où on peut vraiment préconiser d'utiliser les IA pour ce genre de job parce qu'ils prennent pas les décisions Alors, finales. Je pense que tu as raison là-dessus, ouais. en effet, théoriquement, on sait pas du tout que l'IA a fait un travail efficace, hein. On n'a aucune information que l'intelligence artificielle a bien choisi des choses qui ont été plus probables de fonctionner. Le fait est que on part du principe que l'IA aurait eu la possibilité de faire du pattern, de chercher des patterns, de chercher des choses que nous, on n'a pas encore repérées, qu'on n'a pas compris que c'est ça qui permettait de combattre la bactérie. On Ouais. part du principe que l'intelligence artificielle sera capable de trouver des choses comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire confiance que l'intelligence artificielle euh, nous a donné les meilleures réponses, puisqu'on a testé les réponses après. Libre à n'importe qui de tester les 5800 suivantes, tu vois. Au moins, on en a trouvé une qui fonctionnait vraiment bien, Ouais. parmi les 6000 qu'on aurait dû tester à la main. Donc, le fait est que oui, on part du principe que l'intelligence artificielle sera plus efficace qu'une sélection aléatoire. Et puis après, si on veut vraiment, comme tu dis, on peut aller tester tout le reste des options et ensuite, on peut même utiliser ces résultats-là pour déterminer est-ce que oui ou non l'IA, dans ce cadre-là, dans ce cas-là, a été un gain de temps ou pas, tu vois. Donc après, on peut peut-être mettre ça aussi comme feedback loop pour dire est-ce que là, l'IA a fait une bonne restriction des choix et puis l'utiliser pour encore renforcer par la suite la qualité et l'efficacité de ces IA-là, quoi. Hein. Non, franchement, très cool.
Très très cool. Plutôt moi j'aime bien quand on parle positivement des IA, quoi. C'est bien parce sur le podcast, on a déjà mentionné les impacts néfastes. Quand c'est mal Ouais, et utilisé. après, quand tu parles d'intelligence artificielle, c'est très très large. Donc là, c'est des modèles de machine learning. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est capable d'entraîner. Il y a des réseaux de neurones et on est capable d'entraîner à la reconnaissance de patterns. Et en gros, sur tous les tests, comment ça fonctionne une intelligence de ce type, c'est sur tout plein de tests précédents, tu lui as appris à te dire si la chose était oui ou non efficace. Et on avait des vraies données qui nous permettaient de le montrer. Et on part du principe que sur les nouveaux éléments qu'on va lui donner, les nouveaux éléments comprendront des caractéristiques similaires qui lui permettront de détecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne permet pas vraiment d'avoir beaucoup d'informations sur de nouvelles choses. Donc il faut faire très attention, ça ne va pas nous permettre, si on lui expose des composants qui sont complètement différents des composants que l'intelligence artificielle avait vus jusqu'à maintenant, il y a de fortes chances que ça nous donne des résultats qui ne soient pas intéressants. Ouais. Moi, je me rappelle, ils avaient essayé de détecter est-ce que c'est un chat ou pas. Juste le concept de détecter est-ce que c'est un chat ou pas. Je sais plus si c'était un chat ou un autre animal, mais bref. Ah non, c'était un poisson. Est-ce que c'est un poisson ou pas? Je crois que c'était. Et ils ont commencé à trouver des doigts dans les photos qui étaient considérées des poissons. Ah. Parce qu'en fait, les poissons étaient souvent montrés, photographier le pêcheur, le photographier dans sa main, le poisson. Oh non. Oui, je vois, ouais. Ah là là. Donc faut faire attention. C'est bien de rappeler qu'on ne sait pas du tout comment ça a fonctionné. Et du coup, je pense que c'est bien que ce sujet de recherche a pris les 240 et les a testés, tu vois. Et comme ça, c'est juste une indication. Bref, et du coup, moi j'aime bien quand les intelligences artificielles, ils ont des missions très restreintes. Et du coup, il peut pas y avoir ça peut pas dérailler. Par exemple, une intelligence artificielle pour reconnaître des lettres dans ce que tu écris, c'est bien, tu vois. Ouais, des OCR. Ouais. Ça, c'est super parce que bon, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il y ait une lettre qui soit mal reconnue, quoi. Le pire qui arrive, c'est pas que on déraille un train ou on envoie un missile. 3 fois la dose de médicaments que tu devais recevoir. Enfin bref. On envoie la police chez toi. On SWAT. Ouais, non, c'est. Ouais. Sujet suivant. Alors avant le sujet suivant, juste c'est pas une vraie news, je l'ai même pas mis au sujet du jour. Ah ouais. Mais apparemment, il y a eu le 16 octobre, il y a eu une erreur d'aiguillage et un TGV Bruxelles-Strasbourg a conduit des eurodéputés à Disneyland Paris. Mais non. Attends, quoi? Genre littéralement à Disneyland Paris? Ils étaient censés aller où? Ils étaient censés. À Strasbourg. Ah oui, entre les institutions européennes, ouais. D'accord, et là ils se retrouvent juste à Marne-la-Vallée, c'est trop marrant. Ils sortent et ils sont à Marne-la-Vallée chez Parc Disneyland. Est-ce que tu as beaucoup de choses à dire à propos de ça? Ouais, non, merci pour l'info, mais c'est bien, il se passe des trucs dans notre pays, hein, c'est intéressant. Un incident rare. Un train emmène tous les mois de Bruxelles à Strasbourg pour la séance plénière du Parlement plusieurs centaines d'eurodéputés ainsi que leurs collaborateurs. Le train parti lundi matin a manqué l'interconnexion à l'approche de l'Île-de-France et a donc été envoyé vers Marne-la-Vallée. C'est là qu'il a dû faire demi-tour pour finalement rejoindre Strasbourg comme initialement prévu. Je sais pas à quelle fréquence ça arrive. Très rare. Ouais, on est d'accord, c'est super rare. Genre, imagine si c'était plus fréquent, genre le bordel que ça serait. Genre, les trains juste ne vont pas à leur destination prévue. Genre, t'as une chance sur 10 que ah non, désolé, on a. Ah, tu voulais aller à Lyon? Jamais arrivé, désolé. Par contre, ça. Bah non, bien sûr. Je sais pas, ça doit être une sur 10 000 ou un truc comme ça. Ouais, ça n'arrive jamais, mais c'est marrant. Alors, il faut savoir que vous pouvez poser des questions, de préférence spéciales Halloween. Et oui, les gens. Pour le podcast, en soutenant le podcast, en faisant un don sur lerendez-nous.fr. Demandez-nous ce qui nous fait le plus peur entre les zombies, les loups-garous, j'en sais rien. Et nous y répondrons à la fin de cet épisode ou du prochain, si jamais vous nous envoyez pendant la semaine. Merci pour vos questions. Alors, la prochaine news est assez lunaire. Je vais pas vous mentir. J'essaie de retarder la prochaine news depuis tout à l'heure. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, non, parce que vraiment, j'avoue que là, c'est pas la news la plus positive.
le ministère de l'Intérieur réduit la distance réglementaire de tir de LBD. C'est assez ouf. Hein. Donc, c'est une information révélée par Mediapart vraiment à l'instant, le samedi, là. La distance de tir réglementaire est abaissée de 10 mètres à seulement 3 mètres pour les LBD. Et c'est apparemment désapprouvé par la gendarmerie, hein, cette décision. C'est ça qui est fou. On rappelle que genre la France est un des seuls pays où le LBD est autorisé même comme usage pour contrôler des manifestations, dans ce contexte-là, c'est en fait dans la plupart des pays européens, c'est même pas autorisé. Il y a eu des immenses problèmes lors des Gilets jaunes, tout le monde est au courant du nombre de blessés, du nombre de tirs pas légitimes. Pareil sur récemment, plusieurs luttes sociales, ça a été utilisé à tort et à travers. Enfin, on connaît les grands problèmes là-dessus. Et que fait Darmanin? Il abaisse la distance réglementaire. Maintenant, ils ont le droit de tirer sur des gens avec des LBD à 3 mètres. C'était quoi l'argument mis en avant pour ça? Ils disent que, soi-disant, il y aurait des nouvelles munitions utilisées qui seraient moins impactantes, entre guillemets. Mais selon un commandant spécialisé dans le maintien de l'ordre qui est interviewé par Mediapart, c'est totalement faux en fait. Hein. Il le dit sur un ton ironique en disant oui, bien sûr, c'est moins impactant, entre guillemets, et en rigolant. Donc bon, il n'a pas vraiment l'air d'y croire à cette information. Ce gradé considère qu'un pas a été franchi pour légitimer des tirs de très près. Non seulement les agents manquent de formation, mais avec ces directives, ils vont avoir tendance à sortir leur LBD comme une simple matraque et dans le plus grand flou, conclut-il. Vraiment pas rassurant, mais je pense que c'est important qu'on soit tous au courant de pas franchis dans le côté répressif et le côté violent de ce gouvernement et de l'état dans lequel on est, quoi. Hein. Alors, du coup, c'est important qu'on soit informé, même si c'est pas rassurant. Un projectile en caoutchouc est potentiellement mortel, comme n'importe quel type de projectile, s'il atteint des zones sensibles ou encore si le tir est opéré à courte portée. Cette notion de courte portée varie selon les types de LBD et de munitions utilisées. La Commission nationale de déontologie et de sécurité distingue les flashballs des autres LBD et du coup peut entraîner des lésions graves, pouvant être irréversibles, voire mortelles, lorsque les tirs jusqu'à 5 mètres ou moins. Bah, il y a déjà eu des gens tués par des tirs de LBD, hein, c'est arrivé. Pour des tirs compris entre 5 et 10 mètres, des lésions graves sont observées. Ce qui est fou, c'est que côté gendarmerie... C'était peut-être pour ça que c'était 10 mètres, en fait. C'était pour ça que c'était 10 mètres jusqu'à maintenant la limite. Mais c'est ça. Et en fait, du côté de la gendarmerie, le Conseil national d'entraînement des forces de gendarmerie conseille toujours de conserver une distance minimum de 10 mètres, encore aujourd'hui, malgré la nouvelle munition utilisée. Donc, les règles de déontologie du Conseil national de la gendarmerie, en gros, le CNEFG, maintient les règles en place. Ça veut dire qu'eux sont en désaccord ouvert avec les nouvelles préconisations du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est ça qui est fou. Ça veut dire c'est sciemment, ils réduisent ce qui est recommandé pour maintenir les gens en sécurité. Sciemment, ils disent non. Maintenant, vous pouvez ouvrir le feu à 3 mètres. Enfin, c'est complètement dingue, en fait, hein, quand ils pensent. Est-ce que tu penses que c'est pour dédouaner si jamais, genre, déontologiquement, il ne faut pas faire à plus de 10 mètres, à moins de 10 mètres, mais au pire des cas, comme ça, il n'y a pas de poursuite, il y a pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a peut-être des cas actuellement où ils voient qu'en fait, il y a des gendarmes ou des policiers ou des CRS qui ont utilisé ça à moins de 10 mètres et ils se disent mince, on veut pas qu'il y ait des condamnations, etc. Donc, ils vont peut-être le réduire. On sait que la police se comporte vraiment n'importe comment avec ces armes-là depuis des années, d'accord? Depuis les Gilets jaunes, depuis même avant ça, on le sait très bien. On sait très bien ce qui se passe. Voilà. C'est la mauvaise nouvelle. C'est Halloween, les gens. Voilà. Est-ce que vous êtes dans l'ambiance? Non, c'est vraiment la pire nouvelle aujourd'hui, je pense. Moi, je pense 3 mètres plus une marge d'erreur de 2,50 m. Non. J'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Hein. Je suis désolé, mais je vais pas pouvoir rebondir. Hein. Venez, on essaye de mettre au pouvoir des gens qui
Peut-être agissent un peu plus dans l'intérêt général la prochaine fois. Je pense que c'est tout ce qu'on aura à dire là-dessus. Alors, la prochaine info est plus fun. Vas-y, parle-nous du Gundam, BPT, let's go. T'as plombé l'ambiance, hein. Non, j'essaie de relancer. Très mauvaise C'est pas ma ambiance. faute, c'est pas ma faute, c'est la réalité. Il y avait une bonne ambiance, on parlait d'Halloween, moi j'avais mis des petites sucettes spéciales Halloween. Et là, qu'est-ce que tu nous dis? On va se recevoir des trucs à 3 mètres, létal. Non, parce que la prochaine fois, on va pas mettre ces gens-là ok, au pouvoir. ça va là. Alors oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de vous donner la possibilité, oui, vous qui écoutez actuellement, Moi? vous, Oui, toi. vous pouvez monter et piloter littéralement un Gundam. Oh, let's Donc go. vous savez, littéralement un robot du type Transformers, Gundam, vraiment un exosquelette, bon, j'ai envie de dire géant. Ça fait 4,5 mètres de haut. Donc ils ont construit un robot de 4,5 mètres de haut. C'est un immense pas en avant pour l'humanité en vrai. Hein. On est en train de 3,5 tonnes. Il 3,5 se déplace tonnes. à une vitesse de 10 km/h. Tu peux aller dans le cockpit et conduire le robot, en fait. Je suis en train de regarder la vidéo, c'est Qu'est-ce que t'en complètement penses? dingue en fait. C'est incroyablement stylé. Comment ils ont fait ce truc? C'est un Gundam complètement fonctionnel, 4 mètres de haut, lourd comme deux voitures. C'est insane. Ouais, bon. Après, c'est un véhicule à 4 roues quand même. Hein. Il y a visuellement, ils arrivent à rendre ça hyper stylé. C'est littéralement un Transformers. Parce que... Je rigole pas, genre les roues se déplient comme ça et t'as une sorte de voiture verticale et t'es dans le cockpit robot en haut et tu peux les replier et il peut marcher, c'est fou. On est dans le futur. Moi j'en veux un. Ça coûte combien? 3 millions? Les gens faites des dons sur le podcast s'il vous plaît. Est-ce que t'irais au travail dans ce véhicule? Totalement. Attends, c'est littéralement le plus gros flex que tu peux faire. Moi, j'hésite entre... C'est encore plus stylé que d'arriver au taf dans un tank, non? Je pense qu'on a surpassé le tank. 3 millions de dollars, du coup. Bon. Du coup, il y a des startups qui travaillent sur des projets comme ça. Ok. Oui. Chaque exemplaire va coûter 3 millions à produire. Quelles sont les utilités? Quel est l'usage de... Juste être méga stylé et futuriste, en fait. Hein. Pour moi, ça suffit. Hein. Moi, je vois bien l'utilité si on en construit uniquement 2. Genre, on n'en fait pas un produit à usage individuel. On en construit 2. On le met dans un parc d'attractions et on fait une attraction où genre tu t'es censé te battre avec un autre. Et t'en as 2 et tu peux venir contrôler le Gundam et faire des combats. Ouais, mais ça les casse pas, tu sais, c'est avec de la réalité virtuelle en plus. Et genre tu peux péter des trucs et tout. Et c'est une attraction. Pourquoi pas? Ça pourrait être stylé comme ça. Parce que l'idée que les gens vont juste s'en acheter un comme ça me met un peu triste quand même. Il y a des riches qui vont s'acheter ce truc à 3 millions et le laisser dans leur garage. Ils vont pas pouvoir en produire beaucoup en vrai. Hein. Je pense qu'ils vont en produire. Il y en a combien qui sont... Bah, si chaque milliardaire se dit « Ah, mais il me faut un Gundam !» Ils vont... Après, est-ce que ce serait pas marrant? Est-ce qu'au moins... Là, on a une classe de giga milliardaires dépressifs, des sortes de démons qui aspirent toute la vie des humains autour d'eux avec leurs propriétés, leurs entreprises, etc. Jeff Bezos. Moi, je dis juste mettons-les dans des Gundam. Enfin, c'est bon, genre au moins, ce sera plus divertissant. Est-ce que t'as pas envie de voir le combat Bill Gates, Jeff Bezos, Gundam? Après, ça va à 10 km/h, donc est-ce que y a pas un problème là-dessus? Non, ça sera encore plus drôle. C'est encore plus drôle. De les voir faire joujou comme des petits garçons. Musk en Gundam. Ben oui. Non mais ça y est, on est dans la dystopie. Autant avoir des Gundam dans la dystopie. Moi, je suis désolé. Tant qu'à faire une dystopie, moi, je veux pas qu'elle soit ennuyante. Je veux que ça soit ridicule, que ça soit poussé jusqu'au bout. 3 millions, ils peuvent s'acheter une centaine de Gundam. Il y a pas de souci. Non, mais franchement, techniquement, ça a l'air d'être stylé quand même. Hein. 26 articulations, dont 2 énormes mains. Et les mains, genre, elles bougent vraiment. Vous avez les doigts
des petits moteurs dans les doigts et tout, Alors, ça fonctionne trop bien. Quelle utilisation Ryo Yoshida, donc apparemment Le jeune patron de la celui qui a startup créé- Tsubame Ouais. Industries qui a créé le Gundam. Voilà. Donc, quelles sont les utilisations qui sont prévues? Ça peut être soit des combats de robots, soit dans le pratique, j'aurais dit oui, ça peut être aussi pratique. On peut déblayer des décombres après des désastres ou des constructions. Franchement, imagine t'es Ah, genre ouais, sous. si c'est imagine littéralement un exosquelette, et tu peux utiliser les bras du robot avec tes propres bras, ça peut faire des trucs sympas quand même. t'es enfoui sous des décombres d'un bâtiment qui vient de te tomber dessus à cause d'un. Et là, il y a un Gundam qui arrive. Et là, juste la pierre se soulève au-dessus de toi et tu vois juste un Gundam en train de le tenir. Et t'entends posé. une voix de robot, tu sais, genre. Vous êtes sauvés dorénavant. Ouais, je sais pas si en L'objectif n'est pratique pas ça va uniquement être de ça développer va des robots. vraiment marcher ce truc, hein, mais bon. Ok. L'objectif n'est pas de uniquement développer des robots, mais créer un système qui intègre le pilote et la machine. L'idée n'est pas que le pilote se contente de monter à bord et de piloter, mais qu'il devienne le robot, comme si lui-même devenait gigantesque. Affirme ce passionné. Est-ce que la France insoumise devrait pas juste utiliser genre les 3 derniers millions qui restent dans les fonds pour la campagne et juste acheter un Gundam pour Mélenchon pour 2027? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ça c'est pas la nouvelle strat? Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Je rigole. Parce qu'il y a Bon, déjà voilà, un du mème coup, moi- de Gundam sur ça, mais c'est pas grave. Quand il y a des trucs stylés comme ça, moi je suis chaud qu'on en parle. Hein. Carrément. Vous nous direz ce Très que vous en important. pensez. Est-ce que vous aimez bien qu'on parle des avancées otaku Gundamiennes. à disposition? Pas mal. Sujet suivant. De quel sujet tu veux parler, toi? Alors peut-être on peut parler du café solidaire. Ouais. Ça a l'air intéressant, ça. C'est un nouveau Je type de trouvais ça cybercafé. super. Vas-y, comment ça fonctionne? Je trouvais ça super parce que moi, je trouve qu'on manque de lieux qui soient pas soit le travail, soit chez toi. Soit un bar. Tu vois? On Totalement manque de lieux d'accord comme avec ça. ça. Il y a eu la bibliothèque pendant une époque, mais Mhm. depuis qu'on a Internet, plus personne va à la bibliothèque pour... Enfin, désolé. La La médiathèque. plupart des gens qui allaient à la bibliothèque n'y vont plus. Et il y a encore des gens qui vont à la bibliothèque, bien sûr. Mais Oui. on va pas se mentir que c'est plus un lieu où les gens se rencontrent et tout comme avant. Puisque maintenant on a Internet et il y a bien plus de gens qui trouvent directement les informations sur Internet. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils testent un concept pour Mhm. lutter contre l'électronisme, ils appellent ça. Donc D'accord. un peu comme si c'était de l'illettrisme, mais pour l'électronique. L'idée, c'est que c'est un café associatif où des bénévoles consacrent 2 heures par semaine pour accompagner des personnes en situation d'exclusion numérique, donc des gens qui ne connaissent pas trop le fonctionnement du numérique et qui n'ont pas envie de se laisser dépasser. Très cool. Qu'est-ce que t'en penses? Donc du coup, les gens viennent là, et là, il y a des gens qui sont là, qui leur expliquent comment fonctionne Internet, l'ordinateur, etc. Les démarches en ligne. Moi, ce que j'aime, la partie que j'aime bien, c'est la plupart des démarches en ligne administratives se font par Internet. Et donc, il y a plein de gens Oui. qui ont des problèmes avec la sécurité sociale, la CAF, les retraites. Oh, les retraites! Pour déclarer tes retraites, c'est horrible. Hein. Vraiment. Bah oui, en plus, c'est quand t'es à la retraite en ce moment, c'est les gens où le taux de Ouais. Et tout est en ligne. d'incompréhension de la technologie, d'Internet et tout est le plus élevé. Enfin, c'est vrai plus, que on n'a ça, pas c'est un une- truc qu'on parle jamais, que la dématérialisation, tout rentre numérique, tout rentre sur Internet, ça peut être bien pour plein de gens, mais s'il y a littéralement plus aucune option où tu parles avec un humain, ou sinon tu peux te rendre dans la vraie vie, dans la CAF, à Pôle emploi, sur des choses comme ça. Ouais, il y a juste un énorme problème pour tout un pan de la population qui n'est pas habitué, qui n'est pas formé, qui comprend pas comment tout ça fonctionne. Ouais, heureusement qu'il y a ces lieux-là qui émergent. C'est à Paris, du coup, dans le 9e arrondissement, et ils disent que à peu près 12% des franciliens sont en difficulté dans l'utilisation des outils numériques ou n'ont pas utilisé Internet depuis au moins 1 an, selon une étude de l'INSEE parue en mai Oh. dernier. Donc, plus de 10% des franciliens. Et en Imagine plus, ça un peu. en Ile-de-France, je pense que c'est au-dessus de la moyenne de la France en général. Donc,
On doit être sur T'as encore pas plus touché à de... Internet depuis au moins 1 an? Ouais, non, c'est... T'arrives à imaginer ce concept ou pas, toi, pour toi, ta vie? Alors moi, je vous avoue, j'arrive pas à imaginer ça du tout. Mais j'ai des gens autour de moi qui... Tu sais qu'il y a des gens autour de moi qui comprennent vraiment pas du tout mon style de vie. L'autre jour, j'avais une conversation avec quelqu'un qui me dit comment t'arrives à avoir des interactions sociales plus sur Internet et online et tout que dans la vraie vie. Comment c'est possible que tu parles à des gens sur stream, dans ton Discord, etc. Et il y a des gens qui comprennent vraiment pas ça, hein, qui sont juste pas... En plus, c'est pas une personne qui est de 3 générations avant moi, c'est une personne qui est un tout petit peu plus âgée que moi. Bah, Mais non, c'est... Le truc, c'est que au-delà du. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas trop, qui ont des difficultés, etc., qui prennent la distance qu'ils ont avec les technologies Mhm. comme une distance qui est propre à la technologie. C'est-à-dire que la technologie comporte cette distance et quelle que soit l'expérience que tu ferais dessus, il y a Mhm. la distance que ces personnes ont du fait que ils ont des problèmes à comprendre le fonctionnement de la technologie pour le moment, tu vois. Alors Oui. qu'une fois que tu as dépassé, une fois que tu comprends comment fonctionne, par exemple, une fois que tu as setup, là par exemple, on est en train de discuter, on a peut-être 8 logiciels qui permettent de cette conversation d'avoir lieu actuellement, vu qu'on est à distance. Ouais, Mais c'est une fois vrai. qu'on a dépassé tout ça, tu pourrais être juste derrière un paravent. Dans ma pièce actuellement, ce serait la même expérience pour moi. C'est pas faux. Il n'y a pas la technologie, c'est pas sur Internet. Je parle pas à des gens sur Internet, je parle à Mulch, mon pote. Un samedi, on est en train de parler des sujets d'actualité, quoi. Comme on ferait autour Exactement. d'un petit verre. Mais c'est ça que j'essaye d'expliquer. Moi, j'essaie justement de dire à cette personne, mais tu sais, c'est une conversation. Enfin, il y a pas de, c'est pas différent et tout. Et la personne me dit, oui, mais quand tu es dans la vraie vie, il y a tout le body language, tu vois les expressions de la personne. Ça, c'est pas faux. Il y a ça quand même. Alors tout ça, c'est pas faux, mais honnêtement, il y a quand même un très fort pourcentage qui peut passer juste par la voix. Et en plus, là, on a la vidéo en plus. Mais, mais ouais. Je sens parfois cette fracture-là avec des gens qui comprennent pas du tout le style de vie sur Internet et le fait que je peux passer autant de temps. Mais c'est très très cool qu'il y ait des lieux comme ça, hein, pour que les gens se Pour revenir rencontrent sur les et s'entraident retraites, là-dessus. Ouais, vas-y. pour revenir sur les retraites, faut savoir que les retraites, c'est même pas un organisme qui gère toutes les retraites. Il y a des caisses il y a des caisses complémentaires. Et du coup, chaque type de métier est relié à des caisses complémentaires différentes. Il y a de fortes chances que tu aies eu des métiers différents dans ta vie et donc que tu aies eu 15% d'une complémentaire, 15% d'une autre complémentaire. Chaque Ouais. complémentaire te demande tous les documents. Il n'y a pas trop d'interopérabilité entre les documents qui sont donnés. Et moi, la dernière fois que je suis allé sur le site pour les retraites, en Ouais. fait, j'ai cru que c'était une arnaque. J'ai cru que c'était un scam. Ah, Parce pourquoi? qu'en Parce que fait, il y a marqué. ça donnait l'esthétique d'une arnaque en Ah ligne. oui, mais vraiment. Du coup, j'étais là en mode non, non, non. J'étais en train de conseiller quelqu'un pour faire son dossier retraite, tu vois. Ouais, ouais. Et j'étais là, non, non, on va pas sur ce site, c'est une énorme arnaque. Et en On fait, va aller c'était le sur le site vrai officiel site. sur lequel il fallait aller. Ouais, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il y a énormément d'arnaques pour les retraites où, genre, oui, la personne, on lui dit, il faut que tu fasses tes demandes pour la retraite. Donc, tu cherches retraite, tu tombes sur un site, tu donnes toutes tes informations, il te demande le numéro de ta carte bleue, tu dis, bah ouais, ça va, ils vont m'envoyer mes retraites sur ma carte bleue. Et là, t'as juste moins 2 000 € sur ton compte. Ouais, non, c'est... Ouais, c'est quelque chose. Bah oui, c'est les gens. Et du coup, oui, moi je trouve ça bien. Après, le fait que ce soit des bénévolats, moi, encore une fois, je suis désolé, mais si la CAF, la sécurité sociale, etc., si tout ça, on met tout ça en ligne, en fait, c'est à qui de faire cette mission d'information et de démocratisation? C'est à l'État de faire cette mission. C'est pas des bénévoles. Bon, c'est cool qu'il y ait des bénévoles qui se bougent pour faire le travail à la place de l'État, mais venez, on met au pouvoir des, des, des gens qui seraient prêts à payer des gens pour faire ça, en fait. Parce que moi j'en ai marre que. Exactement. euh, En plus, c'est tellement dommage parce que la technologie peut vraiment être utile pour améliorer les conditions de vie.
et on s'en sert à la place pour diminuer les coûts. Et du coup, ça empire les conditions de vie. On diminue les coûts. Le seul objectif de la numérisation, la plupart du temps, c'est de diminuer les coûts, c'est-à-dire de supprimer des gens qui traitaient tes dossiers, etc., au lieu d'utiliser le numérique en plus pour simplifier les démarches. Normalement, moi, j'aimerais que tout reste comme avant et qu'on mette en place des outils supplémentaires qui permettent de simplifier les démarches, pas dans le but de remplacer des vrais gens qui travaillaient, mais dans le but d'améliorer le service. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, mécaniquement, en faisant ça, c'est sûr que ça va quand même réduire le travail humain nécessaire. Et donc, il y aura aussi des améliorer la coûts, qualité du travail, du coup. Oui, mais le truc, c'est que là, c'est fait au détriment de ça. Parce que, enfin, je sais pas vous, mais si vous avez un petit peu interagi avec la CAF ou d'autres organismes publics comme ça, l'organisation, c'est pas le truc le plus optimisé dans ces organismes-là. Ce qui engendre aussi des surcoûts, parce que les gens qui doivent passer 50 appels en boucle pour traiter leur dossier parce que ça n'a pas été correctement fait la première fois, la deuxième fois, les gens qui n'arrivent pas à utiliser le numérique, donc ils doivent se rendre sur place en plus, et donc en fait, tu as les deux systèmes sollicités en parallèle. Enfin, en fait, c'est tellement mal fait, cette recherche d'économie à tout prix avec l'automatisation et le numérique, qu'au final, je suis même pas sûr qu'ils arrivent à faire des économies, tellement c'est un désastre, quoi. Hein. Et puis aussi souvent, c'est vendu par... Genre, tu sais, on est en train de dire il faut absolument que tout soit numérisé. Genre, il y a une mission où le but, c'est de tout numériser à tout prix. Et derrière, du coup, c'est vendu... Au lieu de faire ça sérieusement en interne ou avec des logiciels libres, des choses comme ça, c'est des marchés privés qui sont Oui, il faut un appel d'offres et puis il y a... Ouais. Il y a 5 entreprises d'ingénieurs à payer à l'heure. Chaque entreprise va revendre à chaque commune comme s'ils faisaient de zéro le logiciel pour eux alors que le logiciel existe depuis longtemps, tu vois. Enfin bref, c'est insupportable, on est d'accord. C'est quelque chose. Mais du coup, ouais, donc ces petits cafés, moi j'aimerais carrément qu'on continue à ouvrir des espaces alternatifs. Moi, j'aimerais qu'il y ait juste des lieux où on arrive et on peut s'installer et peut-être payer pour le lieu. Je sais pas comment ça fonctionnerait. Dans l'idéal, ce serait public et du coup, le lieu, il serait garanti. Mais il faudrait vraiment un lieu où ce soit pas « Oh, venez, on va prendre un pot » ou « Venons, on va prendre... » Genre, des fois, j'ai juste envie de passer un bon moment avec des gens et pas forcément de consommer une boisson à 8 €. Donc les parcs fonctionnent plutôt bien, mais quand il pleut, tu te retrouves obligé à faire une activité. T'as pas remarqué des fois les gens, s'il y a pas une activité prévue? Ouais, aujourd'hui, t'aurais peut-être les médiathèques qui rentreraient là-dedans, mais encore, il n'y en a pas suffisamment, il y en a seulement certains endroits. Puis en plus, t'as pas le droit de parler aussi. Ouais, tu peux pas parler, tu dois pas faire de bruit, c'est pas le meilleur cadre pour un tas de choses. Mais je suis totalement d'accord avec toi que sur l'organisation des lieux comme ça, il y a un gros problème. Hein. C'est vraiment tout l'espace a été privatisé. Oui, en plus, les gens s'attendent à ce que tu consommes. Si tu vas dans un spot et eux ont envie de consommer, ils te regardent bizarrement si tu consommes pas aussi toi. Oh, je me suis c'est des trucs qui sont non dits, mais en vrai, on en parle de ça ou... J'ai eu des très mauvaises expériences. Moi, c'est même pas non dit. Hein. Moi, une fois, je suis allé dans un bar. Non, on est allé dans un restaurant, puis après dans un bar. Moi, je me dis, mais attends, on est déjà allé au restaurant. Pourquoi on est parti du restaurant pour aller dans un bar? On était tous assis. On avait une boisson. Et là, on part pour re-aller dans un autre endroit, se réasseoir autre part. Et là, on arrive dans le bar. Et moi, je prends rien. Et genre, plus tard dans la soirée, quelqu'un vient me voir et me dit, t'as mis tout le monde mal à l'aise en prenant rien. Attends, à ce point-là? Oh ouais, vraiment. Trop marrant. Bah, désolé, j'adore les petits segments à 8 €. J'adore les petits segments où Bien fait pour tous juste nous raconte ses pires interactions sociales dans sa vie. Mais je suis d'accord que c'est un souci. Hein. Je suis d'accord que les gens sont bizarres là-dessus. Il y a une pression sociale. Il faut quand on va dans un café que... moi, je dis tant que c'est pas la majorité des gens qui prennent rien, normalement, ça devrait être complètement normal. Après, c'est aussi mal vu c'est aussi une pression de la part des commerçants qui, si tu t'assois sans rien prendre, ils te regardent mal, quoi. Mais alors, pourquoi on fait pas payer... Genre, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas payer le fait d'être là? Parce Au lieu de faire des cafés à 8 €, est-ce qu'on peut pas faire le café à 2 € et la place à 2 € aussi? Il se ferait moins d'argent.
Peut-être. C'est vrai que les gens viendraient, n'achèteraient rien et prendraient juste la place au lieu de... Ok, non, tu m'as convaincu. Bon, bah, du coup, on est obligé de faire un service public de. Voilà, de la conclusion, tiers. c'est on est obligé que ça soit gratuit et donc un lieu tiers public. Mais moi, j'ai dit les cantines publiques gratuites que moi je défends depuis un moment. Je suis un advocate ça sera pour ça. le lieu, les gens iraient ici, ouais. Ça serait un des lieux, bien sûr. Bah, tu vas là, tu manges. C'est comme la cantine à l'école, quoi. J'ai un argument. Vas-y. Est-ce que c'est pas une meilleure chose pour les établissements? Parce que du coup, ça libère des sièges de gens qui consomment très peu. Puisque c'est des gens qui viennent juste pour s'asseoir et qui prennent un café, tu sais. Et à la place, du coup, les gens voudront vraiment venir pour manger. Ouais. Peut-être, ouais. Alors oui, les parcs, ça marche, mais quand il pleut, ça marche pas, en fait. Sous un arbre. Ok, bon. On va peut-être passer au prochain sujet. Les hydroliennes. On a une news sur les hydroliennes. Ça, par contre, c'est assez stylé. Parce que une hydrolienne made in France a battu des records de production. Ça y est. On est quand même pas mal en retard sur le déploiement des hydroliennes. Moi, je suis assez favorable à ça. Mais apparemment, là, on a au large de l'île d'Ouessant, on a plusieurs records qui ont été battus par la première hydrolienne. En fait, c'est la première hydrolienne à injecter du courant sur le réseau électrique français. Donc, c'est littéralement la première hydrolienne qui est déployée. Donc, pourquoi on dit elle bat des records alors, si c'est la première? C'est un grand moment. Non, elle bat le record de ce qui était prévu qu'elle envoie. D'accord, ok. Elle a fait mieux que ce qu'on pensait, ok. Alors, Ouessant, dans le Finistère, apparemment. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que c'est en Bretagne. Un peu où est-ce que... De toute façon, les meilleures installations hydroélectriques qu'on a, même pour la marée motrice et tout, je sais plus c'est sur quel delta là, qui donne sur la mer qu'on a la plus grosse installation marée motrice. Mais oui, c'est toujours en Bretagne en fait qu'on a ces trucs-là en ce moment. Aujourd'hui en tout cas. Donc, l'hydrolienne, elle fait 1 mégawatt quand même de puissance installée, ce qui est assez stylé. Ça bat largement les records. Destinée à alimenter l'électricité de l'île elle-même, de 835 habitants, elle a participé à 25% du mix électrique local, avec même un pic de puissance instantané correspondant à 50% du mix de l'île. Ok. Une hydrolienne qui a permis à un quart du mix électrique de l'île de fonctionner. Ok. C'est pas mal déjà. Hein. Donc théoriquement, il faudrait 4 hydroliennes et toute l'île peut tourner. Elle est pas très grosse, hein. Elle fait 20 mètres sur 20 mètres. Donc vu que c'est dans la mer, c'est pas non plus, ça prend pas une place énorme, je veux dire. L'idée de pouvoir faire des cadres, comment on appelle en français? Quoi, genre des parcs de l'hydrolienne? Des grilles entières. Oui. Avec une série d'hydroliennes et pas délirante, hein, pour un truc qui fait actuellement 20 mètres par 20 mètres. Et du coup, c'est placé à 55 mètres de profondeur quand même, hein, comme installation. Mais en fait, donc si c'est au fond, si c'est profond et tout, on peut juste en mettre partout ou... Moi, je dis on peut en mettre à des... Je pense faut demander à plein de bio experts pour savoir si ça va remettre en question la vie marine et tout. Oui, parce que du coup, ça capte les courants marins, donc ouais, peut-être ça va ralentir, oui. Ouais. Je sais pas ce que ça va avoir comme impact. A priori, ça peut être moins catastrophique que de continuer à brûler du pétrole et détruire l'intégralité de la vie sur Terre. À mon avis, c'est peut-être mieux... peut-être un meilleur plan. Je sais pas, ça va être un bon plan. Si la production d'énergie hydrolienne a longtemps été anecdotique en comparaison au solaire et à l'éolien, plusieurs signaux laissent à penser que la filière pourrait enfin se développer pour de bon. Apparemment, dans le monde, c'est quand même en train d'augmenter. Et au large du Cotentin, le projet de ferme commerciale FlowWatt se concrétise de plus en plus. Ouais. Juste pour ceux qui ne savent pas, une hydrolienne, c'est comme une éolienne, mais à l'intérieur de la mer, dans l'eau, à l'intérieur de l'eau, pas en mer, mais sous la mer. Et ça utilise les courants marins pour tourner et pour générer de l'électricité. Donc il y a plein d'avantages, notamment
tous les gens qui disent que ça fait un paysage horrible et tout, bah du coup, c'est plus un problème. Ouais. Ensuite, le concept de que ça tuerait des oiseaux et tout, c'est plus le cas. Ils Ça vont pollue dire, ils moins vont dire vite, que ça en fait, tue des poissons maintenant, hein, Ouais, mais c'est pas vrai parce que ça prend beaucoup moins de... d'envergure. Enfin bref, ouais, d'envergure. Moi, je pense que c'est un bon plan. Genre, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas besoin d'avoir une solution pour tout. Il n'y a pas besoin de dire, ah, c'est ça qui va permettre de tout régler. Mais de savoir qu'on a une expérimentation maintenant qui a été faite et qui est plus encourageante que ce qu'on avait prévu, j'espère que ça va pousser. Normalement, c'est de l'investissement public, malheureusement. Mais il faut de l'investissement pour chercher là-dedans, pour continuer, pour comme ça, à la fois on va construire des hydroliennes, à la fois des éoliennes, à la fois du solaire, et on fait avancer comme ça toutes les technologies. C'est ça, hein. Moi, je me souviens parce qu'il y a pas longtemps, j'avais relu tu sais, les scénarios de RTE sur les mix énergétiques et tout pour essayer de respecter les accords de Paris. Et je pense que dans le mix où il y a le plus d'hydroliennes déployées, d'énergie marémotrice et qui utilisent les courants marins de tout type, je sais plus, c'était quand même un faible pourcentage, même si on mettait tout, c'était du style, je sais plus, 2% ou 5% du mix total de production électrique. Mais n'empêche, même si c'est faible, je veux dire, même si c'est 2% du mix, même si c'est 5% du mix, c'est déjà ça de prix, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on se passerait de ça? En plus, il y a peut-être moins d'impact, comme tu dis, sur le paysage, sur d'autres impacts environnementaux, sur la faune et la flore. Donc, carrément. Hein. Et là, donc, ce qui est cool avec le projet Flowatt, qui est quand même en train de se concrétiser, c'est qu'en fait, ils vont avoir 7 hydroliennes en tout, avec 2,5 mégawatts de puissance installée, une production annuelle de 41 gigawattheures. Bon, c'est quand même donc, un faible pourcentage, mais quoi. Oui. Donc ça pourrait, alimenter toute l'île, même plus que ça, oui. Mais, après, c'est une du coup, petite île de moins de 1000 habitants, que... mais c'est pas mal déjà. Non, mais juste au niveau des infrastructures, si jamais il y a une déconnexion entre l'île et la Terre, l'île peut continuer à être fonctionnelle, en fait. C'est ça qui est bien. Ouais, aussi. c'est ça. Ça assure aussi une autonomie énergétique et en électricité, en tout cas pour cette île. Très, très cool. Et ils disent que même à terme, si on le développait, on pourrait mettre 200 unités de production dans cette zone-là. Rien que dans cette zone-là, on pourrait avoir 200 hydroliennes. Voilà, il faudrait juste que les pouvoirs publics mettent les moyens, engagent les gens, créent les emplois, etc., etc. Et on pourrait avancer vraiment là-dessus. Moi, je pense qu'avant de déployer violemment, il faudrait continuer à essayer d'améliorer la technologie quand même. Mais c'est bien d'avoir des petites expérimentations comme ça, c'est cool. En tout cas, le fait qu'on l'a installé et que ça fait mieux que prévu, c'est déjà un bon signe. Ça marche, quoi. Est-ce qu'on passerait pas... Moi, personnellement, je suis pour les éoliennes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je suis pour qu'on commence à construire énormément d'éoliennes sur tout le territoire. Mais des éoliennes qui soient faites avec des matériaux renouvelables. Et s'ils se pètent, on peut juste le refabriquer avec du bois, avec du... Oui. Des éoliennes low-tech. Des fils électriques. Carrément. Oui, moi je suis pour des éoliennes low-tech sur tout le territoire. Genre partout, il y en aurait partout. Et ça me dérangerait pas du tout, parce que ça serait hyper stylé en fait. Ouais. Mais il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas une grosse enthousiasme autour de ça pour le moment, mais les gens vont commencer à se dire, ah ouais, ça peut être sympa. Genre des moulins? Non, pas vraiment des moulins en fait. Quoique, attends. Dans la gueule que ça aurait, ouais, ça ressemblerait peut-être à des moulins. Mais l'idée, non, c'est que ça ait un fonctionnement électrique quand même. Ouais, et des moulins, enfin des trucs quand même qui sont optimisés un minimum pour produire bien plus que ce qu'on pouvait avec des moulins. Et qui font, bien sûr, font tourner un alternateur pour produire de l'électricité. Ouais. Passons aux questions. Oui, le segment alors les gens... questions-réponses. Rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions sur ko-fi.com/lerendez-nous pendant même qu'on est en train de répondre aux questions qui ont déjà été posées avec les généreux dons de vous-même. Alors, la première question. Est-ce que tout enseignement de l'histoire ne véhicule-t-il pas davantage d'idées négatives, vision essentialiste des peuples, d'idéologies néfastes, normalisation de comportements oppressifs du passé, que d'idées positives pour améliorer le monde?
Alors attends, ça c'est une question intéressante. En gros, tu demandes est-ce que le fait qu'on enseigne aux gens l'histoire, est-ce que ça met pas plein de notions dans la tête des gens, plein de préjugés, plein de normes, etc., qui en fait seraient plutôt conservatrices ou qui pousseraient les gens à adopter ensuite des points de vue conservateurs parce qu'ils vont se baser sur le passé et tout, alors qu'ils pourraient être favorables à des nouvelles idées qui pourraient émerger, pas forcément basées sur le passé et tout. Moi, je vais répondre non, pour la simple D'accord. raison que la question c'est, est-ce que tout enseignement de l'histoire? Moi, je pense qu'il y a des enseignements de l'histoire qui sont hyper positifs. Moi, j'ai eu un professeur d'histoire quand j'étais au lycée qui Ouais. nous racontait vraiment l'histoire d'une manière qui était vraiment intéressante et oui, la personne n'essayait pas d'être dans une objectivité académique. La personne a essayé de transmettre des messages en nous racontant ce qui s'est passé pendant l'histoire. Donc les faits étaient vrais, mais ils étaient utilisés pour raconter vraiment une histoire, justement. Et de cette Ouais. manière-là, il y a eu plein de récits sur les raisons pourquoi les guerres ont éclaté, les vraies raisons de certains événements qui ont eu lieu. Souvent, ils nous racontaient ce qui était considéré être la version officielle des choses, mais aussi les on-dit chez les historiens de qu'est-ce qui seraient les vraies raisons, tu vois. Et c'était assez intéressant. Je me rappelle qu'il y a eu Ouais. sur la Révolution. Moi, j'ai toujours été passionné par les récits sur la Révolution française, quelles étaient les idéologies des Lumières et tout. Moi, je pense que c'est pas forcément négatif, hein, là, ce qui a marqué dans la question vision essentialiste des peuples, moi, je l'ai pas vu dans mes cours d'histoire que j'ai eu de ce type-là, parce que Ouais. il y avait une différence fondamentale qui était faite entre les nations qui étaient dirigées par des gouvernements et les peuples qui vivaient dedans. On avait toujours, par exemple, euh, des, euh, des petites notes à propos du moral des paysans, des habitants pendant la guerre. Est-ce qu'ils étaient pour ou contre? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de déserter? Donc, ils montraient bien que le pays n'était pas un bloc uni, c'était plein de gens Exactement. qui vivaient dedans, qui avaient des volontés différentes et tout. Et présentation d'idéologies néfastes, oui, ça présente les idéologies néfastes, mais souvent ça présente aussi les impacts de ces idéologies, puisque c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et je pense que si on n'avait aucune connaissance de l'histoire, on serait bien plus à même de reproduire des choses qui Répéter. se sont Bah oui. passées en fait. Ouais, je suis Aujourd'hui, totalement d'accord avec un toi. Ça des, dépend de. Oui, vas-y. un des meilleurs arguments qu'on a aujourd'hui, c'est de pointer vers l'histoire pour empêcher l'émergence de certains comportements, hein. Quelqu'un peut complètement se décrédibiliser en essayant de refaire des choses qui sont passées dans le passé et qui sont catastrophiques, quoi. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une ressource qu'on a à notre disposition. Et après, est-ce que ça Totalement. Ouais, je suis normalise des grave d'accord. comportements oppressifs du passé? Non, justement, vu que c'est de l'histoire, moi je pense qu'au contraire, ça permet de garder dans le passé certains comportements oppressifs en disant non mais ça on a dépassé ça, on va pas retourner à telle ou telle époque. Et de dire ça, ça évoque chez le public qui entend ça de ah oui c'est vrai, on essaie d'aller vers l'avenir quoi. Et donc il y a plein de trucs oppressifs qu'on a dépassés ou qu'on essaye de dépasser et que dans l'idéal on aimerait avoir dépassé qui aujourd'hui on aime à se dire que c'est quelque chose du passé et que du coup on veut pas revenir dessus. On est beaucoup plus à même quand on a étudié la manière dont on a lutté et fait disparaître de l'histoire des comportements oppressifs, on est beaucoup plus à même d'empêcher que ça réapparaisse parce qu'on sait tout ce qui a été donné pour obtenir ça. Les gens ils se sont pas mobilisés à ce point-là contre la réforme des retraites parce que juste ils voulaient pas travailler 2 ans de plus. C'est aussi parce qu'ils savent que c'est quelque chose qu'on a gagné. On a eu énormément de mal à gagner ça et que c'était quelque chose qu'il fallait pas lâcher. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les gens ils savent qu'ils sont dans la continuité d'une histoire sur la victoire de leurs droits. Et ils vont pas lâcher, hein. C'est Exactement. pas fini les retraites, hein. Là, les gens ils ont compris qu'on gagnerait pas parce que le gouvernement n'écoutait pas les revendications
des gens dans la rue. Il y a eu des gouvernements qui écoutaient les revendications dans la rue, ils sondaient un peu le paysage politique. Là, eux, ils le font pas. Bon, bah du coup, ça n'a pas marché. Et j'ai l'impression que les gens, maintenant, ils se sont rendus compte que il va falloir jouer le jeu de l'électoralisme et il va falloir aller voter. Les gens doivent sans doute être en train d'attendre 2027. Malheureusement, on en est arrivé à là. Mais du coup, les gens n'ont pas arrêté et les gens sont dans cette continuité de l'histoire. Et donc, je pense que c'est bien de se sentir appartenir à ces combats qui ont eu lieu pendant l'histoire contre les comportements oppressifs. Et ça, c'est grâce à la connaissance de l'histoire qu'on peut avoir cette impression de responsabilité, de force face aux prochains combats contre les comportements oppressifs. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, hein. Tout est une question de comment vous est présentée la narrative de l'histoire en question. On sait très bien qu'il y a des gens qui présentent des narratives, par exemple de l'histoire française, où on parle de la grandeur de Napoléon, des chevaliers, enfin une version complètement romancée de l'histoire, ou une version où on ne parle pas des erreurs, où on ne parle pas de pourquoi est-ce que, par exemple, les courants réactionnaires ou la religion ou des choses comme ça ont eu des impacts néfastes. Enfin, on connaît très bien. Il y a des émissions, il y a des livres, il y a des gens qui en parlent d'une façon catastrophique, qui peut conduire un tas de personnes à, par exemple, vénérer de façon indue des choses historiques ou s'en revendiquer. Donc ça existe, mais comme tu dis, genre, toute une question de bien le présenter. Là, le prof dont tu parles t'a permis justement de pouvoir ensuite te servir de toutes ces connaissances historiques-là, toute cette histoire, pour revendiquer des progrès. Donc voilà, tout est une question de ça. Après, pour revenir sur des trucs un peu plus centrés sur mon expérience, par exemple, de cette semaine, il y a quand même un tas de personnes qui, je trouve, parce que là, la question demande, est-ce que ça peut induire les gens, est-ce que ça peut faire que des gens s'engagent sur des chemins de réflexion particuliers en se basant sur des connaissances historiques, alors que peut-être que s'il n'y avait même pas de connaissances de cette histoire-là, s'il n'y avait pas de connaissances, par exemple, d'anciennes théories politiques ou économiques ou des choses comme ça, les gens seraient peut-être plus ouverts d'esprit et se baseraient plus sur la réalité matérielle de 2023 et l'analyse empirique et juste... tu sais, parfois, il y a quand même un aspect positif de te dire, on part de zéro, on est un peu dans une sorte de naïveté et on se dit, tiens, comment est-ce qu'on améliore le monde d'aujourd'hui? Et on regarde des données récentes et on regarde... Parce que moi, j'avoue que dans mes sphères à moi, sur le stream, dans les influenceurs politiques sur Internet, je vois beaucoup trop souvent des gens qui vont se baser sur des préconisations politiques faites à travers l'histoire par des auteurs considérés comme importants historiquement, des théoristes politiques, des gens, typiquement Karl Marx, Proudhon, pour en citer que deux, mais voilà, des gens qui se basent sur des écrits historiques pour dire voici ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et encore une fois, ça, c'est pas... Je suis pas en train de dire qu'il faut pas étudier ça ou qu'il faut pas en avoir à la connaissance et que ça soit néfaste. Tout est une question de l'attitude que vous adoptez par rapport à ces choses-là. Et tant que vous gardez à l'esprit que tout peut être remis en question, que tout est situé dans un contexte particulier, ce qu'on pouvait préconiser pour faire avancer les choses, pour améliorer le monde il y a 300 ans, il y a 200 ans, il y a 100 ans, n'est pas forcément encore pertinent aujourd'hui parce que on n'est pas dans les mêmes conditions de vie, on n'est pas dans les mêmes conditions matérielles, on n'a pas les mêmes technologies, il n'y a pas les mêmes structures de pouvoir, il n'y a pas les mêmes rapports de force. Enfin, il y a énormément de choses qui sont nouvelles, qui sont nouvelles pour l'humanité. Par exemple, le changement climatique. De toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été confronté en tant qu'espèce à un problème de cette nature-là, qui est un problème global, causé par à peu près l'ensemble des pays du monde, et qui va impacter l'ensemble des pays du monde, et qui est diffus, qui est ultra multifactoriel, dont la solution n'est pas évidente, et comprend énormément de différentes facettes. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut se baser sur l'histoire pour résoudre des problèmes nouveaux qui n'émergent qu'au XXIe siècle, tu vois? Je t'arrête 2 secondes parce que je pense qu'il faut différencier des gens qui sont bloqués dans des récits historiques et des gens qui
se cultivent et se servent de l'histoire, de ce qui a été fait auparavant. Oui. Parce qu'il y a tout plein de gens. Là tu es en train de parler d'une minorité de personnes qui, c'est vrai, prennent Ouais. comme pour des textes indépassables les choses du passé. Mais j'entends Il un y a peu dans d'autres la gens question qui- posée, j'entends que ça parlait peut-être un peu de ces personnes-là. C'est pour ça que j'évoque ça, mais oui, c'est une minorité. D'accord. On est d'accord. Parce que tu vois, il y a deux manières de voir les choses à chaque fois. Hein. C'est juste des points de vue. C'est par exemple, quand par exemple les gens te disent ça n'a jamais été fait, Mhm. donc, genre historiquement, on n'a jamais fait ça, donc on peut pas le faire, tu vois. Oui, tu suggères quelque chose, ils te disent oui, est-ce que tu as un livre historique qui montre que ça a été fait et que ça marche ouais. Et du coup, d'un certain point de vue, tu pourrais dire oui, du coup, là, l'histoire nous empêche parce que quand tu regardes, c'est vrai que on n'a jamais fait telle chose et du coup, vu que l'histoire montre qu'on n'a jamais fait ça, on a du mal à penser ça et donc ça nous empêche. Mais de la même manière, moi, à chaque fois, je dis, je me sers de l'histoire pour dire aux gens, oui, mais attends, quand on était sous la monarchie, on n'avait jamais fait la démocratie, on n'avait jamais fait de Exactement. république. Bah oui. Donc on a dépassé quelqu'un à cette époque. Est-ce que toi, à cette époque, t'aurais voulu être la personne qui dit mais non, on ne va pas lutter contre le roi, ça n'a jamais eu lieu une république. On a toujours vécu en Montre-moi un monarchie. seul pays où on a aboli la monarchie absolue et c'était bien. Ouais, voilà, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est un outil, l'histoire, à mon avis. Et oui, ça peut être utilisé pour être romancé et pour servir d'outil de propagande et d'outil conservateur pour dire il faut revenir à cette époque. Mais l'étude de l'histoire, selon moi, bah, c'est comme c'est des informations qui peuvent nous servir pour améliorer notre Totalement. compréhension du monde et pour améliorer voilà, pour moi, ça peut être ça peut être utilisé d'une bonne manière. Et vu que la question était vraiment sur est-ce que c'est obligatoirement dès qu'on parle d'histoire, ça peut être problématique? Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a déjà, je pense que ça peut être très important, ça peut être assez catastrophique de pas avoir une connaissance, ne serait-ce qu'un tout petit peu de l'histoire qui a eu lieu. Oui. Sur les faits les plus importants, tu vois. Ne serait-ce que pour pouvoir échanger avec les autres personnes, tu vois. Bien sûr, je suis d'accord. Oui. Mais en plus, ça peut nous permettre d'avoir une certaine compréhension de comment fonctionne. Bien sûr, il faut toujours remettre dans son contexte pour comprendre ce qui se passait. Tu vas pas dire, ah, on va aujourd'hui faire une révolution armée parce que ça a Parce marché que ça dans a l'histoire. marché en Non, Russie en 1917. ça n'a aucun sens. Là, tu regardes le contexte, oui, il y avait un tsar, c'était un empire. Euh, tout le monde, il y avait 90% de la population qui était à deux doigts de mourir. Les forces armées étaient pas équilibrées. Enfin bref. En face, ils avaient des baïonnettes, des épées, des trucs rudimentaires et la population aussi. C'était pas genre Je des vois dans avions le de chat. chasse et des versus. Attends. Je vois dans le chat. Ouais. Du coup, je modifie ma réponse. Tant qu'on s'en sert pas pour faire des Assassin's Creed, je suis ok avec l'histoire. Aïe, 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 aïe. T'as vraiment aimé Unity, toi, non Ok, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est est-ce que vous utilisez un téléphone sous Android avec tous les services Google ou bien vous faites le choix d'Apple ou le bon choix d'Android sans Google? Tu peux répondre en premier, Mulch. Alors, moi, je vais pas vous mentir, je suis deep dans l'écosystème Apple. Genre, j'ai complètement vendu mon âme il y a bien longtemps. Donc, non, moi, je suis sur un iPhone, je suis sur macOS. Ok, mais je vais quand même vous expliquer. Moi, je défends. Moi, je défends mon choix de consommation, il n'y a pas de problème. Je suis pas un Apple fanboy de base non plus. J'ai pris le MacBook Pro M1 parce que je fais énormément de montage. Je stream, je monte, etc. Déjà, moi, j'aime bien avoir un... Je sais que c'est pas les portables, là, hein, mais je vais y venir parce que question d'écosystème, faut adresser le problème dans son ensemble. Pourquoi je prends macOS? Parce que déjà, le rapport... Enfin, pourquoi je prends un MacBook Pro avec macOS? Je suis désolé, le hardware de cet ordi est juste incroyable. Et en plus d'avoir genre assez de puissance pour faire tout ce dont j'ai besoin, c'est portable, donc je peux aller chez des amis, aller dans un café, etc. et avoir tout mon setup. Contrairement à l'apparence que ça peut donner, les gens, nous ne sommes pas financés par Apple. Et donc, si vous voulez aider le podcast, vous pouvez vous-même faire un don pour nous permettre de ne pas nous vendre à Apple. Je savais que t'allais... Bon, ok. Mais
En plus de ça, macOS, en fait, il me faut un bon logiciel de montage et aussi d'audio parce que je fais de la musique aussi. Et je suis désolé, j'ai pas trouvé d'équivalent à Final Cut Pro et à Logic Pro. Opium. Tu sais, ok, tu peux pas dire Copium. Tu sais très bien que sous Linux, il n'y a pas Final Cut Pro ou Logic Pro. Oui. Non, je suis d'accord. C'est self-report, là, c'est ton Copium à toi dont tu parles. Bref, donc tout ça pour dire que mon setup d'ordi, c'est Apple. Et le choix logique, c'est d'avoir un iPhone, du coup, pour que tout mon écosystème marche ensemble. Le choix logique pro. Là, c'est l'édition spéciale Halloween, là, on le sent. Hein. Parce que le niveau des blagues commence à faire peur. Bref. Donc moi, je suis sur un iPhone. Voilà, c'est tout. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Et toi, Okay, toi du coup, t'as la bonne réponse. Vous avez eu la mauvaise réponse. Maintenant, vous allez avoir la bonne réponse. Je vais répondre à la question. Moi, donc j'ai acheté au début de l'année un smartphone reconditionné. Et à l'installation, j'ai jamais activé les services Google. J'ai désactivé complètement l'application service Google, etc. J'ai jamais connecté un compte dessus. Ce hacker. J'utilise, oui, F-Droid. Permet d'obtenir des applications open source. Donc c'est assez cool. Il y a des petits soucis quand même. Là, je pense que je vais devoir à terme, au moins momentanément, connecter les services Google. Parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir utiliser une application payante. Aïe, tu vas devoir céder. Donc, triste. Voilà quoi. Mais pour le moment, jusqu'à maintenant, moi, ça faisait 4-5 ans que j'utilisais un portable sans les services Google. Donc en fait, juste pour que vous puissiez comprendre, pour les gens qui n'ont pas vraiment les refs, les deux gros acteurs sur les smartphones, c'est Android et iPhone. Android est possédé par Google, mais Android à la base est un projet open source, c'est-à-dire que le code est ouvert à n'importe qui. N'importe qui peut techniquement obtenir le code de Android. Mais au fil des années, au fur et à mesure, Google a décidé que certaines fonctionnalités, au lieu de les intégrer à Android, ils allaient les développer dans une application supplémentaire qui s'appelle Service Google, qui est sur tous les portables que vous achetez dans le commerce et qui s'active par défaut quand vous lancez le portable. Et ça, par contre, c'est pas open source. Donc c'est une énorme boîte noire, on ne sait pas trop ce que Google fait là-dedans, qui tourne en permanence sur votre portable et du coup qui permet à Google d'avoir des fonctionnalités supplémentaires si jamais tu souhaitais installer uniquement Android sans rien. Donc par exemple tout ce qui est le positionnement GPS, des choses comme ça. Les achats dans les applications, etc. Ce qu'il faut Google savoir, et ou la LSA. Voilà, mais attendez, ce qu'il faut savoir, c'est pas pour ça que c'est mieux que c'est pire que Apple, parce que Apple, c'est built-in. Apple n'est pas du tout open source. Et Apple, en fait, c'est tout l'OS qui est fermé. Mais du coup, il est possible, si vous le souhaitez, il est possible de ne pas avoir les services Google sur votre portable, ce qui rend compliqué son utilisation, puisqu'il y a beaucoup d'applications qui ont besoin des services Google pour fonctionner correctement. Par exemple, le seul fait d'avoir accès au magasin d'applications d'Android, ça c'est géré par Google et ça a besoin des services Google. Donc du coup, il vous faut des manières alternatives d'obtenir des applications et ça peut être assez dérangeant. Donc moi je dis, si vous en sentez le courage, ça peut valoir le coup. Mais honnêtement, au stade où on en est, je pense que c'est difficile à recommander aux gens. Ouais, en tout cas, moi c'est pas trop mon truc, le lifestyle de voir un peu tout le temps m'intéresser à tous les petits détails de mes outils que j'utilise au quotidien, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent vraiment avoir un contrôle assez élevé sur tout ça et gérer tout ça et tout. Je sais. Enfin, en fait, je pourrais le faire. S'il y avait sous Linux des super logiciels de montage si le logiciel de montage actuel s'améliorait à un niveau où ça pourrait devenir comparable avec la qualité de Final Cut Pro, par exemple, je pourrais commencer à considérer de switcher. Et du coup, je devrais passer plus de temps. Mais j'ai juste l'impression que ça va me faire passer plus de temps à gérer toute la technologie, quoi. Pour des personnes qui font de la musique ou du montage, pour des personnes qui font de la musique ou du montage vidéo, je me sens pas de recommander
Linux pour le moment. DaVinci, les gens disent DaVinci. Tu connais ça? DaVinci Resolve. Ouais, le problème c'est que c'est pas open source, donc je vois pas trop. Oui, t'es sous Linux, mais du coup t'as pas un logiciel open source, donc dans ce Ça cas-là, coûte combien? fais-toi Faudrait voir le plaisir, prix, quoi. hein. Faudrait voir le prix. Parce que Non, c'est Final Cut, gratuit, c'est payant. Hein. Ah, ah ouais, ok, DaVinci c'est gratuit. Ok. Ouais, j'ai entendu parler de DaVinci Resolve, mais j'ai entendu parler pour faire de la correction couleur et tout. Mais pour le montage en soi, est-ce que c'est bien aussi? Pour tout ce qui est genre en généraliste en montage, peut-être. Je sais pas, moi ça m'avait paru compliqué. Ok. Bon, à voir. Alors, attends, est-ce qu'on a encore une question? Du coup, on a fait 2 questions. Il y avait que 2 questions cette fois-ci. Ok. Bon. Bah, Ouais, moi, de toute façon, je dois me préparer parce que dans une dizaine d'heures. Ah, attention, changement d'heure ce soir. Ah oui. Donc, je vous tiens au courant. On passe à l'heure d'hiver. Dans une dizaine d'heures, je commence mon marathon de 24 heures spécial Halloween. Incroyable. Où je mets le thème Halloween sur un de mes jeux. Donc, c'est pour ça que je dois partir là. Je vais aller m'acheter de quoi tenir les 24 heures, de la nourriture, des victuailles. Des petites réserves. Mais comment tu vas faire pour tenir 24 heures en stream tout seul? Ça va être chaud, non? Je vais m'hydrater régulièrement. La quantité de caféine consommée va être non, optimisée ou... Non, t'inquiète. Dans tous les cas, je vous dirai comment ça s'est passé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Ciao.